Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présentes à cette projection. Je m'appelle Félicien, c'est moi qui vais avoir l'honneur de modérer cette réflexion et cette discussion autour de ce film très important que nous venons de voir ensemble. Ghost Fleet, c'est la 22e édition du Festival du film et du Forum international sur les droits humains. Et comme me le confiait tout à l'heure dans un sourire l'un des organisateurs, au fond, les 21 éditions précédentes s'intéressaient surtout aux droits humains sur un tiers de la surface de la Terre, c'est-à-dire la Terre, les 2 tiers restants étant la mer et la haute mer, et on l'a pu le voir dans ce film, hein, que c'est un sujet évidemment méconnu, très important, et peut-être ce film est un coup de projecteur sans précédent sur cet enjeu-là, puisque la haute mer, ce n'est pas un désert. On estime qu'à l'heure où je vous parle, entre 30 et 50 millions de personnes vivent, travaillent et parfois meurent dans des conditions atroces en haute mer. C'est aussi un espace politique et stratégique très important. Et donc pour s'intéresser et se questionner autour de ces enjeux-là, comment faire respecter, comment protéger les droits fondamentaux de l'être humain sur les 2 tiers de la surface du globe, eh bien, on a le plaisir de cueillir sur cette scène, et puis je vais vous demander évidemment des applaudissements nourris pour la réalisatrice du film, Shannon Service, qui est avec nous. Shannon, tu peux nous rejoindre. Co-réalisatrice de ce film Ghost Fleet en 2018 avec Jeffrey Waldron. Bonjour Sharon. Sharon qui est venue accompagnée de l'héroïne de son film. Alors l'héroïne dans la diégèse, mais l'héroïne aussi au sens humain. C'est Patima Tungpochayakul qui est avec nous, qui a fait tout le voyage depuis Bangkok. Bonjour Patima, merci beaucoup d'être avec nous. On accueille aussi David Hammond, avocat et directeur exécutif de Human Rights at Sea International. Bonjour David. Et Claire Nouvian, qui a finalement eu son train. Claire Nouvian, qu'on ne présente plus, hein, célèbre militante écologiste française, fondatrice notamment de l'association Bloom, qui lutte aussi contre la destruction de l'océan, du climat et des pêcheurs artisans. Bonjour à tous les 4, merci beaucoup d'être avec nous. Merci Patima d'avoir fait la route depuis Bangkok. Et puis évidemment, on ne peut attendre d'avoir un peu la suite du film, hein, sur cette scène, puisque le film a été tourné il y a déjà 6 ans, de voir un petit peu où on en est aujourd'hui. Un mot peut-être avant de laisser la parole à nos illustres invités sur le sens que ça a de présenter ce film, de projeter ce film à Genève. Puisque Genève, évidemment, ça on est tous là en conséquence, c'est une ville importante et iconique sur la question des droits humains. Avec ce festival qui nous accueille, avec évidemment les conventions de Genève. Il y a aussi un projet de convention des droits humains pour la haute mer qui est porté notamment par David qui est avec nous, on en parlera tout à l'heure. Donc ville importante évidemment pour les droits humains, ville importante aussi pour ce qui concerne la mer, puisque aujourd'hui 90% des marchandises dans le commerce international transitent par la mer, par voie maritime, et le siège de la MSC, qui est l'un des leaders mondiaux dans ce domaine, se trouve à Genève. Donc Genève est aussi un endroit très stratégique pour ce qui concerne la mer, ce qui est assez impressionnant pour un pays qui n'a pas de côte, vous en conviendrez. Alors, et puis on parlera évidemment on l'a dit, hein, de ce projet de déclaration de Genève des droits humains en mer avec David, puisque c'est une expression, d'ailleurs, les droits humains en mer et en haute mer, qui n'existaient pratiquement pas il y a de ça 10 ans. Vous confirmez, David. Alors, moi, la première question que j'aurais envie de poser, c'est évidemment à Patima. Donc, effectivement, 6 ans après le tournage de ce film, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu, Patima, quelle est la situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé depuis le tournage de ce film? I answer question Thai language and I have translated.
Ah, la traduction n'a pas marché? Bon, de toute façon, on a tout à fait le temps. On va se laisser dériver bien à notre aise. Et donc la question est très simple. So, can Fatima explain to us, because the film was shot 6 years ago, what is the situation today for her? สำหรับ situation ณตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคนที่เราช่วยเหลือมา 5,000 คนเนี่ยถ้ามีครอบครัวก็อยู่กับครอบครัวได้แต่พวกเขาอะไม่ได้รับการช่วยเหลือแบบเหยื่อการค้ามนุษย์เราก็เลยมีเชลเตอร์เพื่อที่จะดูแลเขาส่วนหนึ่งนะคะ The situation right now 5,000 people who've been helped from this. Some of them they come back home and stay with family. Some of them they still not no place to go, so they have a shelter to help them to stay in there. Ok. Est-ce que au niveau de la traduction, ça fonctionne pour tout le monde? Oui. Donc Fatima, effectivement, donc 5000 personnes. Vous voulez traduire ou alors on attend peut-être que la. Ok. Maybe you can put on the headphone because you have some. Ah, Thai isn't working. Okay. Does it work? It's working now. So yeah, you could put on the headphone and you have a channel with a Thai translation. Bon. This is the Thai. โอเคคำถามอีกทีได้ไหมคะ Can you repeat? Oui. Repeat again. Oui, alors Yeah. donc on l'a vu effectivement à la fin du film, Fatima, vous avez aidé plus de 5000 personnes à sortir de cette situation de l'esclavage en haute mer. Je sais qu'aujourd'hui vous utilisez aussi ce film comme un outil extraordinaire de sensibilisation et de visibilisation aussi de ces enjeux qui sont très loin de nous et qui semblent à des années-lumière de ce qu'on vit dans nos quotidiens. Il me semble que vous avez aussi un travail important de discussion avec des responsables politiques. Vous étiez au Japon il n'y a pas très longtemps, puisque le Japon est l'un des pays qui consomme le plus de produits qui viennent de la mer. ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนที่มาดูหนังเรื่องนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา First of all, she said thank you very much for everyone for being here for the film. And then I think the problem is everyone can help this to sort out the problem together with her. สำหรับการตอบคำถามคือ It's working. Okay, now it's translation. You don't have. Okay, great. Thank you. เกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้เราใช้หนังเรื่องนี้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศญี่ปุ่นโดยที่กรมประมงของญี่ปุ่นจะแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ความสำคัญกับการทำ IUU ไม่ทำประมงผิดกฎหมายและเรื่องของไม่มีทาสในเรือประมงด้วยค่ะแล้วก็สิ่งที่เราทำเพิ่มเติมก็คือว่าที่ประเทศไทยส่งออกอาหารทะเลมากเป็นอันดับ2ของโลกเนาะตอนนี้อาจจะไม่ใช่อยู่อันดับ2แล้วแต่ไม่เคยมีโรงเรียนการประมงไม่เคยสอนเรื่องความปลอดภัยคนที่อยู่ในเรือประมงตอนนี้มีคนที่อาจจะตกน้ำอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นมากกว่า100 คนในต่อปีอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังพยายามที่จะสร้างโรงเรียนการประมงในประเทศไทยค่ะ Et est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des nouvelles de l'une ou l'autre personne qu'on a pu voir dans ce film? Vous êtes toujours en contact avec certaines de ces personnes? คนที่เราได้ช่วยเหลือเนี่ยเขาก็ติดต่อมาที่เราแล้วบางทีบางคนก็คือเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ได้กลับมาอยู่ในเชลเตอร์ของเราเพื่อที่ให้เขามีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับไปทำงานหรือว่าอยู่กับครอบครัวแต่
แต่ว่าบางส่วนไม่มีครอบครัวแล้วค่ะบ้าน LPN เป็นบ้านหลังสุดท้ายให้กับเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเมื่อ3 เดือนที่แล้วก็เพิ่งมีลูกเรือคนหนึ่งเสียชีวิตในหนังที่ดูทั้งพลแล้วก็2 คนนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วค่ะ Parce que ce qui est important de dire aussi, avant de donner la parole peut-être à Shannon qui pourra dire un mot là-dessus, c'est que des personnes qui ont vécu des situations atroces pendant de nombreuses années, coupées du monde sur ces bateaux, en fait ce n'est que quand elles reviennent entre guillemets à la vie et qu'elles reviennent sur la terre ferme, qu'elles ont l'espace mental finalement pour faire remonter tous ces traumatismes. Il y a un syndrome post-traumatique important pour toutes ces personnes, comme des personnes qui reviennent de la guerre, par exemple. Et parfois, les conséquences de tout ce qu'elles ont pu vivre, eh bien, hélas, s'ancrent dans leur chair beaucoup plus tard. ลองคิดดูว่าถ้าชีวิตเราหายไป20 ปีเราได้กลับมาใน10 ปี20 ปีถูกใช้แต่คำสั่งแล้วก็มีเรื่องยาเสพติดมีเรื่องการดื่มเพราะว่าเขาจะมีอาการกลัวหรือหูแว่วมันเป็นภาวะทรมาการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ที่สำคัญคือพวกเขาได้รับการช่วยเหลือกลับมาแต่ไม่ได้รับการเยียวยาเรื่องสภาพจิตใจค่ะก็เลยมันก็จะมีแต่เราเท่านั้นที่เข้าใจเขาว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ไหนก็ประเทศไทยและประเทศพม่าหรือว่าประเทศที่ได้รับเหยื่อเหล่านี้กลับมาเนี่ยไม่มีเรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจให้เขาอย่างจริงจังค่ะ Merci beaucoup, Patina. Peut-être, Shannon, vous voudriez rebondir sur ce que vient de nous dire Patima et peut-être ensuite nous dire un mot sur la jeunesse de ce film. Qu'est-ce qui vous a fait connaître déjà ces enjeux-là et donner envie de faire ce film? Yes, first of all, thank you so much to the festival for having this film again. It's a real honor. It's one of my favorite film festivals in the entire world. So to be here again is really wonderful. So I'm a journalist, and I came across this story when my friend Becky, who used to live in Myanmar, she's another journalist, she and I were trying to figure out what story to do together. And she said, well, you know, when I was in Myanmar, there was an issue, a big issue, where men and boys were disappearing from the villages, disappearing from the cities, and they didn't know where they were going. And because Myanmar really doesn't have a free press, there wasn't a lot of information on what was happening. And we started looking around, and the only report that we could find was actually issued by Phil Robertson, who is now with Human Rights Watch, one of the sponsors of today's screening. And Human Rights Watch does phenomenal work, really detailed, groundbreaking, incredible stuff, but it really hadn't been covered by the world's media. So Becky and I spent 6 months going throughout Southeast Asia, meeting with people like Patima and the other NGOs who were helping these men. Often the men were coming back, as Patima was saying, with incredible trauma, and they're unable to get home. A lot of them were addicted to methamphetamines and other drugs that the captains were using to keep them working through the night. And there wasn't a place for them to go, and so they would end up finding Patima. So when I met Patima and Sompong and I found out what they were doing, it was just very clear that this needed to be a film. There's some stories that are much bigger than even an article or a news story, and this was one of them. So from that moment on, Patima and I have been in touch, and we've been working on this ever since. Et alors j'aurais envie de vous poser la même question qu'à Patima. Donc le film, il a été tourné il y a 6 ans. Je suppose que ce sont des enjeux et puis des personnes aussi qui font encore partie de votre vie. You are still in touch with those subjects, with those topics and with those people, and of course with Patima. So what can you say about where the place you are now regarding all these subjects?
Yeah, I mean, this was more than just a movie, right? For me, it was a very deep experience, and of course, I've become very close with everyone, including Patama. I'm still in touch with Oi and Tun Lin, and keep tabs as much as I can with everyone. And of course, everybody has their own lives and trajectories, and you know, things are hard, and then they get better, like everything else. But what has been really phenomenal has been some of the impact that, together with the organizations like Human Rights Watch, with you know, the organizations that are here today, two of which are the absolute very best in the space, and I have magnificent respect for. The amount of shift and change that has happened on this issue has been really heartening. We have a very long way to go, obviously, but when I started my reporting, I would go to these fisheries conferences, and they wouldn't even mention labor, let alone slave labor or forced labor. It was as though the fish was just jumping out of the ocean and onto people's plates, and there was nobody in between. And so just the level of awareness and change that I've seen in the last decade gives me hope that there's a lot more that can be done and will be done with folks like the two on stage. David Hammond, donc vous êtes directeur exécutif d'une association qui s'appelle Human Rights at Sea, et vous me confiez juste avant que l'on vienne sur scène que l'expression même de droits humains en mer et en haute mer n'existait pas. Il y a de ça une dizaine d'années qu'on n'en parlait jamais, que le film de Shannon est peut-être la première fois qu'on met à ce point aussi bien en lumière ce sujet-là, et que c'est surtout un sujet qui va prendre de plus en plus de place dans les années à venir, puisqu'effectivement on exploite la mer de plus en plus, et du coup les travailleurs de la mer. Est-ce que peut-être on peut commencer par une petite définition un peu plus technique et politique de ce que c'est la haute mer, parce que c'est vrai que ça convoque un imaginaire, même parfois assez positif, hein, pour certaines personnes, des utopies pirates, du fait de ces territoires immenses qui sont des espaces de liberté. C'est aussi des espaces où les gens sont sans foi ni loi et peuvent se permettre de faire à peu près ce qu'ils veulent, puisque c'est pas vu, pas pris. Thank you. In terms of the high seas, we won't go into the law, but UN Convention Law of the Sea is the focal point on this. When we look at what's happening out at sea, most of you just will see the sea and see to the horizon. 12 nautical miles is the territorial waters, and then we have an economic exclusion zone for coastal states out to 200 nautical miles where resources are exploited, including fishing, including seabed resources. Beyond that, we talk about international waters, we talk about the high seas, and therein is the biggest issue of ocean governance and the jurisdictions which apply at sea. And in a nutshell, if we take the baseline that we are all entitled to fundamental human rights, just to pick up on what you were saying to start off with, 10 years ago, as a matter of fact, if you had typed the words human rights at sea into any global search engine, there was not at that time an explicit civil society organisation talking about the subject. A lot of work on conservation, sustainability, biodiversity, labour rights. But it is remarkable that only a decade ago, this subject that we're now talking about today, with the work that's been done, with the films that are now coming out, it is only 10 years old in many respects. There are academic journals, but the actual advocacy is only 10 years old. So if we then look at established international law of the sea, 1982, you've got to start asking yourself the question, why haven't coastal port states and flag states been addressing human rights at sea in the largest focus in the last decade properly? And just two last points, if I may. When we're looking at human rights at sea, it's not just about the incredible trauma that's going on within global fisheries. It's also about migrants, refugees. It's about the global seafarers, 1.7, 1.8 million, moving 90% of the world's goods. It's about what's happening off Gaza at the moment. It's about what's happening in the Black Sea, and I've recently been to Ukraine several times doing similar work. And therefore, what I'm trying to weave the picture is, it is an entire web globally that is also interlinked into sustainability, the environment, biodiversity. It is not a small subject at all.
Eh ben justement, ça me donne l'occasion de peut-être faire intervenir Claire Nouvian, bonjour, sur la question environnementale, justement, puisque c'est vrai que le grand sujet de Ghost Fleet, c'est les droits humains, mais évidemment c'est mis en lien avec la destruction des écosystèmes marins, les fonds marins qui sont réduits à peau de chagrin. Claire, c'est évidemment un sujet qui vous tient très fort à cœur, sur lequel vous avez énormément travaillé. Est-ce que vous pouvez nous donner justement quelques clés de compréhension aussi sur les liens qui existent entre la question des droits humains, de l'exploitation des travailleurs, comme on a pu le voir dans le film de Shannon, et la question de l'exploitation du vivant sous toutes ses formes et des écosystèmes marins? Oui, bien sûr. Je ne suis pas très sûre de la langue qu'il faut que je parle, en fait. Ah, en français, c'est très bien. English or French, ouais. La langue dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, en tout cas. Non, c'est plutôt pour savoir si c'est plus what's better for the room. Est-ce que les gens préfèrent que je parle anglais ou français, whatever? Français? OK. Mais en tout cas, je vais commencer par vous remercier, vous toutes les deux. Mais on a tous été bouleversés. J'ai entendu qu'on reniflait pas mal dans la salle. Et je suis épatée par votre travail et votre courage. Et en fait, je trouvais que ce film était sublime. Et que vous... En fait, je me suis dit, partout où il y a de l'obscurité dans l'humanité, il y a toujours de la lumière. Et vous incarnez cette lumière. Et merci. C'est bouleversant. Ça s'applaudit peut-être. Elle deux. Vraiment, merci. Bravo. Merci. Merci d'avoir ce courage, alors qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, je ne vais pas rajouter beaucoup de lumière, hein, je vous le dis tout de suite, parce que si on regarde le modèle dans lequel on est, globalement, là où il y a des ressources, là où les zones de l'océan sont productives, ce sont les zones qui sont proches des côtes. Et la plupart des poissons vivent dans cette zone dont on nous a décrit, en fait, c'est 200 000 nautiques qui sont environ 350 km à peu près. Donc à partir des côtes, cette zone économique exclusive, cette ZE, est très grande. Et c'est proche des côtes que les océans sont le plus productifs. Donc le problème est aussi que les formes de pêche illégale sont très nombreuses et elles concernent toutes les flottes du monde. La question de l'esclavage en mer est vraiment une question qui est très liée en effet à ce qui se passe en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Et c'est vrai que c'est moins un problème des flottes européennes, c'est bien le seul truc sur lequel l'Europe est à peu près mieux que toutes les autres flottes. Mais c'est tout. Et ça fait pas énorme. Et en plus, quand on regarde dans le détail, et c'est ce qu'on a fait, avec la clinique juridique des droits humains de Harvard Law School, et on a fait ça aussi avec la clinique juridique de Sciences Po. On a regardé en fait la chaîne du thon, donc le thon en boîte que vous trouvez dans tous vos supermarchés. Et en réalité, quand on regarde ces chaînes d'approvisionnement, même sur le thon qui arrive, comme le dit le film à la fin, dans nos rayons en Europe, ce sont des chaînes sur lesquelles il y a des violations des droits humains sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a aucune traçabilité. Aucune traçabilité. Il n'y a pas d'observateur en mer. D'ailleurs, il y a un observateur en mer ghanéen sur un bateau coréen au Ghana qu'on a retrouvé au mois de décembre, il y a donc 3 mois, décapité. L'observateur qui est donc du gouvernement ghanéen, qui est supposé embarquer sur les bateaux de pêche pour reporter, pour dire ce qu'il s'y passe, ce qui est attrapé, si ça correspond au quota, si ça correspond aux zones de pêche, si ça correspond, etc. Ce jeune homme a été retrouvé non seulement décapité, mais on lui avait coupé les pieds et les mains. Donc, pour s'assurer évidemment qu'il ne soit pas identifiable et qu'il coule, il se trouve que son corps est washed up, quoi. Je ne sais plus comment on dit. Il a été ramené jusqu'à une côte. Oui, ramené à la côte. Donc la violence, en fait, sur ces chaînes d'approvisionnement, elle est totale parce que quand on regarde qui surveille ce qui se fait, à partir du moment où il y a une capture en mer, est-ce qu'on sait ce qu'on attrape? Non, personne. Est-ce qu'on sait ce qu'on débarque? Non, absolument pas. On a des rapports d'observateurs secrets qu'on nous passe sous le manteau, qu'on ne peut pas utiliser publiquement parce qu'il y a trop peu d'observateurs. Et qu'on ne peut pas le dire parce que si on montre les images qu'ils ont prises, ils sont identifiables et ils meurent. Donc on se retrouve avec des preuves qui sont plus qu'alarmantes et qui mettent la vie des humains qui sont sur place et qui nous passent ces informations en disant « Je me rends bien compte que si je vous le dis, parce que je suis désespérée dans mon éthique, mais si vous en servez,
je vais disparaître. Donc on se retrouve dans cette chaîne, en fait, qui est criminelle. La pêche industrielle est criminelle. Et en fait, je pense qu'il y a un problème d'échelle. Le droit, on est toujours en train de courir après le droit pour faire en sorte qu'on catch up, quoi, qu'on soit à la hauteur des crimes qui sont très inventifs, qui arrivent toujours à être assez plastiques. On trouve toujours une façon de passer au travers des mailles du filet, surtout quand il n'y a même pas de contrôles qui sont effectués. Et donc on a mis en demeure la marque Carrefour de changer sa chaîne d'approvisionnement sur le thon pour des raisons sanitaires, parce qu'il y a du mercure dans le thon, pour des raisons évidentes de droits humains et pour des raisons environnementales, parce qu'on détruit les stocks de poissons, on détruit l'océan. Certains observateurs nous disent qu'ils marchent sur les centaines de requins qui sont aussi attrapés en même temps que les thons qu'on va attraper avec ces filets de pêche. Et en fait, Carrefour nous dit, on fait des contrôles. On leur dit, mais quel contrôle? Quel contrôle? Soyez précis. Et ils ne nous répondent pas. Ils disent, on a des contrôles. On leur dit, on veut voir les contrôles. Et on en est là de notre négociation. Ça commence à sentir pas très bon, parce qu'on en a un peu marre d'être pris pour des jambons, j'aime mieux vous le dire. Mais on continue à être cette espèce de mauvaise foi, d'hypocrisie. Et on se rend compte que, mais à qui profite ce crime? Mais aux industriels. Aux industriels en mer qui marchent main dans la main avec les industriels, les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de transformation industrielle. L'échelle industrielle n'est pas compatible avec la durabilité et avec le respect des droits humains. Enfin bref, je pourrais continuer longtemps parce que ça nous tient tous à cœur. Mais juste avant d'oublier, quand même, il faut aussi signaler le travail incroyable qui est fait par Environmental Justice Foundation et Ian Urbina. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Ian Urbina sur la jungle des océans, The Outlaw Ocean, et ce journaliste d'investigation qui gagne prix sur prix et qui est en train de faire lui aussi un énorme travail de changement des chaînes d'approvisionnement, tellement son travail d'investigation est remarquable. Donc on est peu nombreux, mais il y en a quelques-uns qui arrivent à faire une grande différence comme vous ici. Et comme David aussi avec Human Rights at Sea, il me semble que vous vouliez rebondir sur ce que vient de dire Claire. Yeah, thank you, Claire. On the issue of observers, I just want to pick up on that. 3 days ago, I was in Brussels briefing the European Commission, the long-range advisory council for the European fleets. And in it, we presented a detailed report that we had issued with the Association for Professional Observers, International Pole and Line Foundation, Blue Marine Foundation, etc. And we were looking into instances of actual abuse within the Northwest Atlantic. So this isn't in Thailand, this is in the Atlantic Ocean. And we are obviously talking at the top, and we're not looking at the moment down in the offshore Argentina, for example. But this report highlighted, with corroborated evidence, 10 areas of abuse, from sexual abuse to violence to intimidation to observers being threatened with litigation for speaking up. So I absolutely note the points that you've made there, Claire. The reality is that there is not a protection for fisheries observers. Who are the scientific observers? They're not human rights defenders. They are scientific observers on board vessels, and as you say, Claire, not enough of them, who measure the catches and report back. The Ghanaian incident is terrible, and we know EJF and others are looking into that at the moment. But also, actually, at the end of last year, there was the death of an individual from a European state that's under investigation, so I won't go into it. And there were two other multiple cases as well in the Atlantic Ocean. The point here is that when we have our human rights protections, let me go back to that founding principle, that human rights apply at sea as they do on land. And if you believe that, which we should all believe in this room, then whether you're a crew, whether you're an observer, you should have the same protections, and they are not there yet. If I may just add one final point to that, we have worked extensively with our colleagues within the NGO sector to get policy and law changed. Very difficult when you're dealing with multi-billion-dollar industries. But I would like to think there is a chink of light, because if we're not an optimist in the human rights world, then actually we might as well stop. So we have to be optimistic that we can make a difference. And we do believe that with films such as we've seen today, more films we hope are coming, that you actually, the general public, can raise your voice, and you can choose whether or not when you go and buy something
within the supermarket that says it is accredited for being sustainable, ask the question whether or not that blue tick does have a human and labour rights standard attached to it. I can tell you it doesn't. So you cannot guarantee that the fish, the prawns that you're buying that might be sustainably caught are not free from slavery, and that's a matter of fact today. It's not even sustainable. So the blue tick is not even sustainable. De toute façon, les labels, nous on a aussi un énorme problème avec le label MSC, alors pas le transport, mais le label Marine Stewardship Council, qui en fait dit que les choses sont pêchées de façon durable alors qu'elles ne le sont absolument pas. Typiquement la pêche tonnière, ils utilisent des engins de pêche qui ne sont absolument pas sélectifs, et aujourd'hui une grande partie des pêches tonnières dans l'océan Indien qui ciblent finalement des juvéniles, des poissons qui ne se sont pas reproduits. Donc on n'est pas du tout dans la durabilité, et c'est un vrai sujet. Et en plus, ils n'ont aucun standard ni social ni droits humains. Mais alors, justement, Claire, est-ce que ça rend pas complètement dingo à un moment? Si, on est complètement dingue. Mais en fait, on est dingue, mais je pense que à la fin, enfin, je me disais pendant le film, le problème, c'est que quelle sorte d'humain peut faire ça? Mais quelle sorte d'humain peut faire ça? Et on a un énorme problème avec l'empathie, enfin, l'enseignement de l'empathie chez les êtres humains. Et en fait, nous qui sommes des êtres empathiques, on peut et on doit changer le monde, et on doit exiger des standards qui sont bien plus élevés et bien plus intransigeants. Et le problème, c'est l'adéquation du droit par rapport à la liberté des multinationales de faire absolument ce qu'elles veulent. Elles ne sont pour l'instant pas réduites ou empêchées par le droit. Et donc en France, on a la loi devoir de vigilance, vous savez, qui a été une grande avancée pour créer quand même de la contrainte juridique sur les entreprises depuis 2017. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui se passait en ce moment à Bruxelles. Vous avez suivi ce qui se passait sur la directive devoir de vigilance ou pas? Parce qu'il y a eu, donc, heureusement, des députés qui se sont battus au Parlement européen pour transformer ce modèle français de la loi devoir de vigilance en directive européenne, pour faire en sorte que les entreprises soient comptables de leur chaîne d'approvisionnement en matière donc sanitaire, humaine et sociale et environnementale. Et la loi, donc c'est une directive qui doit donc être transposée en loi après par les États membres, a été adoptée, mais avec une très large majorité au Parlement européen. Au Conseil aussi. Et maintenant, c'est repassé, donc ça doit, une fois qu'il y a un trilogue, avec un accord de trilogue, ça doit passer devant le Conseil et devant le Parlement pour être adopté de façon un peu, c'est une formalité. Normalement, c'est une promenade de santé. On adopte, une fois que le deal est tombé au Parlement, que le deal est tombé en trilogue entre la Commission, le Parlement et le Conseil, normalement, c'est une promenade de santé. Sauf que là, arrivé au Conseil, il commence à y avoir la fronde des libéraux, donc là, des Allemands, qui ont commencé à obtenir du gouvernement, parce qu'ils gouvernent en coalition en Allemagne, et les libéraux ont obtenu de l'Allemagne qu'elle s'abstienne. Et du coup, pour repasser normalement ce vote qui devait être acquis, a suspendu la loi de façon à ce qu'évidemment les entreprises ne soient pas contraintes. Alors que c'est la seule façon de faire en sorte que nous tous, citoyens, on soit capable de mettre des multinationales et des entreprises devant des tribunaux quand elles contribuent en fait à des massacres humains et des massacres environnementaux. Et évidemment que quand on est ces êtres-là, ces êtres d'obscurité, et que le profit est plus fort que toute autre forme de respect de la vie, du vivant, qu'il soit humain ou non humain, en fait on se rend compte qu'il y a pas grand-chose à faire autre que les mettre devant finalement des juridictions pour obtenir justice. Parce que c'est pas possible. Et aujourd'hui, on était dans ce moment où on pouvait avoir une grande bascule européenne avec cette directive qui est la seule façon de contraindre les entreprises, et elle est suspendue au parti libéral allemand qui a obtenu cette abstention de l'Allemagne. Ça nous rend fous furieux. Et ils sont en train de faire la même chose avec la loi pour la restauration de la nature, qu'on a gagné
qu'on a gagné en juillet dernier avec vraiment la masse des citoyens qui a mis une énorme pression, ils sont en train de faire le même coup. On a gagné in extremis le vote au Parlement. Il y a eu un accord de trilogue. L'accord de trilogue, ils ont essayé de le bananer quand il est repassé devant le Parlement la semaine dernière. In extremis, de nouveau, mobilisation citoyenne, on gagne le vote, donc le deuxième vote, qui doit être donc la formalité pour vraiment faire rentrer la loi dans le journal officiel de l'Union européenne. Ça doit juste repasser devant le Conseil et bam, de nouveau, les libéraux, cette fois belges, qui appellent à une suspension. Donc vous voyez qu'en fait, on est en train de régresser. Là où on pensait qu'on était en train de progresser, on commence à régresser. Donc vraiment, nous, on croit fort que la pression, elle doit être directement maintenant entre les citoyens et les marques. C'est ça qui va faire bouger aussi les politiques, parce que c'est désespérant là où on en est. Désolée, je parle trop, après je me tais. Mais c'est très intéressant. Et en plus, je pense que Shannon, vous vouliez rebondir. Ça vous dit. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un peu plus d'espace pour s'exprimer ici que sur certains plateaux de télévision françaises. Donc on est très content que vous puissiez le faire, Claire. Shannon, vous vouliez rebondir justement sur ce que Claire vient de dire. Yeah, it's not quite a response, but it's more of a kind of even bigger context. And that is that, you know, as a storyteller, I'm very blessed that a lot of people tell me their stories. And one story is that of Tun Lin, who you saw in the film. He's Patima's kind of right-hand guy in the movie. And just to kind of help illustrate, because this is what really drove it home to me, how human rights, policy, security, environment, how it's all, you know, we put these things in little buckets, but that's not how they're lived. And as a quick story, Tun Lin was taken, he was kidnapped when he was 14, and he was forced onto a Thai fishing boat. And the boat had to go really far out to sea because the Thai fishing fleet had already overfished the Gulf of Thailand. So because there wasn't any fish to be had close by, the fleet was going further and further. And rather than providing good working conditions, rather than making sure that it was worth it for the fishermen to keep going out and be able to come home and have safety on board, the captain started paying for men. So here's Tun Lin, 14 years old, he's on this boat, and he's taken all the way to Somalia, because this was at the time when the Somali government was in free fall, and there was no Navy or Marine police to protect their marine resources, which were worth billions of dollars. So here's Tun Lin, he's Burmese, he goes all the way from Burma to Somalia, where he's forced to start fishing and taking away the primary protein source of Somalis. So if you're Somali and you're poor, this is the only protein you're going to get. But because there were so many boats from around the world, not just Thailand, but from everywhere, that they formed a wall outside, just outside the EEZ, which is what they're talking about, just outside, you know, they formed this wall of fishing boats, and no fish can get in. So a lot of fishermen started getting very frustrated with the situation. They started taking their boats out, firing on the boats. Tun Lin's boat was fired on, and that's why he left. But this is exactly how everything starts moving, right? You overfish the Gulf of Thailand, environmental calamity, turns into a human rights calamity, turns into a security calamity, turns into a food security calamity, turns into an environmental calamity, turns into a human rights calamity, and it just goes on and on. And so when we're talking about these interventions, you know, like the kind that Claire's discussing, this is really crucial stuff. You know, it's crucial here, but what happens here is crucial to people around the world. Patima, donc ça a été évoqué par Claire notamment, par David aussi, les pressions allant jusqu'aux assassinats en fait, des personnes qui sont censées garantir comme ils peuvent des vérifications ou des contrôles, mais qui sont évidemment à la marge et qui sont bien insuffisants. Mais c'est un système qui est tellement vicieux, qui est tellement mafieux et où c'est vraiment sans foi ni loi. Les personnes qui s'attaquent à ce système sont parfois menacées, et le sont souvent même,
Et est-ce que vous, ça vous est arrivé de recevoir des pressions? On voit dans le film de Shannon qu'il y a des moments où vous êtes suivi par un type à moto, etc. Qu'il y a des intimidations déjà alors que vous êtes juste en train de tourner des images. Est-ce que vous qui portez ce combat à une échelle maintenant internationale avec beaucoup d'enjeux économiques et politiques derrière, que vous rencontrez aussi des responsables politiques, est-ce que vous avez l'impression de recevoir des pressions ou d'être parfois menacé? จริงๆเราต้องทุกคนต้องคิดว่าเราต้องไม่หยุดพยายามที่จะเปลี่ยนแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องยากถึงแม้ว่าจะมีคนตามหรือว่าคนทำร้ายเนี่ยแต่เราไม่เคยคิดที่จะทำร้ายเขาก็เพียงแค่อธิบายกับเขาว่าเราต้องการมาช่วยคนเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลใดที่เขาจะทำร้ายเราแม้ว่ามันจะเป็นอันตรายก็ตามนะคะเช่นขู่ว่าจะฆ่าขู่หรือว่าเอาคนมาเอาเจ้าหน้าที่มาที่สำนักงานแต่เราอ่ะมันก็ไม่ใช่ประเด็นเขาขู่เราแต่เขาไม่มีสิทธิ์หยุดเราที่จะเปลี่ยนเขาไม่มีสิทธิ์หยุดที่จะให้เราช่วยคนเช่นเดียวกันการทำธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อชีวิตมนุษย์สิ่งแวดล้อมอันนี้ต่างหากที่พวกเราอ่ะต้องช่วยกันถ้าในฐานะที่เราเป็นคนบริโภคอาหารทะเลเราก็ต้องไม่หยุดคิดว่ามันต้องแน่ใจว่าไม่ได้ถูกจับมาด้วยทาสไม่รู้แหละด้วยวิธีไหนเราว่าทุกคนทำได้อาหารปกติเรามักจะถ้าเจออาหารทะเลเราจะถามคำถามว่าสดสะอาดรสชาติดีไหมเราอาจจะต้องมีคำถามเพิ่มว่ามันถูกจับมาจากไหนทำลายสิ่งแวดล้อมไหมใช้ทาสไหมพลังของผู้บริโภคสำคัญที่สุดค่ะและเราก็ไม่อยากให้มาตรฐานใดๆสร้างมาเพื่อเป็นกระบวนการคอร์รัปชันสิ่งที่เราต้องได้ยินอยู่เสมอคือชีวิตของลูกเรือประมงเราจะคุยกับเขาได้ยังไงเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงแล้วเขาจะมีส่วนร่วมได้ยังไงในการบอกว่าอาหารทะเลเนี้ยคุณกินได้ฉันจับด้วยความสุขไม่ใช่เวลาที่เราบอกกับเราไปถามลูกเรือประมงว่าถ้าอาหารสิ่งที่เธอหาเนี่ยคนที่ยุโรปเขาได้กินเธออยากจะบอกอะไรเขาไหมเขาเงียบไปประมาณ5 นาทีแล้วบอกเราว่าตอนกินน่ะคิดถึงเขาบ้างนะมันหามายากมากคนที่เราสัมภาษณ์คือเพื่อนเขาก็เสียชีวิตพี่เขาก็เสียชีวิตในเรือค่ะ Alors effectivement, ce discours de la sensibilisation des consommateurs, c'est quelque chose qui est très présent dans les milieux et dans le combat écolo depuis de nombreuses années, aussi parce que parfois c'est tout ce qui nous reste à dire quand on se rend compte qu'on se bat contre des structures économiques et politiques qui nous dépassent, qui sont tellement puissantes et qui sont prêts à aller très très loin justement dans les mesures de coercition et dans les intimidations et dans le sabotage des quelques petits outils légaux, politiques qui pourraient créer des cadres qui protègent un peu plus les êtres humains et le vivant sous toutes ses formes. Parmi ces outils, il y en a un que vous, David, vous souhaiteriez développer, qui est cette fameuse déclaration de Genève des droits humains en mer. On va avoir l'occasion de vous laisser poser quelques petites questions. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais juste peut-être, David, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot, vu qu'on est à Genève et que c'est le bon endroit pour en parler, sur ce projet de déclaration des droits humains en mer et en haute mer, est-ce que ça pourrait éventuellement changer? Sure. So impunity occurs when there is no deterrent effect, when, as Claire's raised, other people raised, the issue is that people are not held to account. If you're not held to account, then you can get away with it. And that's what's happening all around the human rights space in the maritime environment at the moment. In 2019, having been in India for the first ever state conference on human rights at sea in Mumbai,
we came back at the time I was living here in Geneva, and myself and a couple of academics started drafting the Geneva Declaration on Human Rights at Sea. That was actually issued on the 1st of March in 2022 after going through a huge amount of review. The first fundamental of four principles, first fundamental principle is that human rights apply at sea as they do on land. This is what we call soft law. It's not hard law. It's not like the ILO 188, the Working and Fishing Convention, which has only, as a segue, has only been signed and ratified by 21 states. So therefore, in terms of its enforcement, is very hard. What we're looking at is a soft law document that can be used and become what we call customary law by businesses, by states, by port state and flag states all around the world. And if you're not aware, in order for a vessel to operate lawfully anywhere at sea on the high seas, they have to have a flag, they have to fly a flag. And those flag states are controlled by the International Maritime Organization in London. What we are trying to do is to get those flag states that control all global trade in reality for the legitimacy of trade movement to at least acknowledge that human rights apply at sea as they do on land. If we can get that basic acknowledgement, then I believe we're on a stepping stone from the highest level to put pressure on the likes of the EU with the corporate due diligence regulations to show that states actually believe in this principle. Because at the moment, we have not found one state who will back that principle, which seems remarkable, but it's true. And then just to finish off, I'd just like to say there are some successes. We have managed with other colleagues and unions to change the law in New Zealand. It's not about fisheries, it's about seafarers. But we changed 9 words in primary legislation. And the so what, as I say, the so what question is that that law change meant that all seafarers, and we're talking around about 130,000 seafarers who pass through New Zealand every year, will have assured onshore welfare facilities. That means, and that's one country. Now imagine you do that in 140 coastal states and what that effect can have. The point here being is 9 words, a few words in legislation, then means that you must, not should, or may, but you must be enforced, or matters must be enforced. So as a lawyer, I will always look for enforcement mechanisms and to try and create those. And without those, everybody in this room that's trying to do the good work is almost stopped from being successful, because we need to prosecute and we need to hold people accountable. Thank you. Merci beaucoup à tous les 4. On va avoir l'occasion de prendre peut-être 3 ou 4 questions, 5 si vous êtes super efficace, super succinct. Est-ce que quelqu'un veut se jeter à l'eau? Est-ce que quelqu'un veut se lancer avec une première question? C'est pas toujours facile. Ah oui, il y a quelqu'un juste là-bas. On peut peut-être faire voyager un micro jusqu'à vous. Bonjour, merci infiniment pour ce film et puis pour vous au panel. I will ask my question in English if you don't mind. You mentioned about the ILO. I'd be very curious to know if any people from the ILO have seen this film, because many people there supposedly addressing slavery, and I would be very curious to know what their responses was. And by the way, I work with the Gallifrey Foundation, who's also a marine conservation organization, hence my deep interest in this topic. Thank you. Who wants to answer the question? Shannon, yes, go ahead. Unless there happens to be anyone from the ILO here, in which case I'll... so yes, they have seen it, and it's a diverse organization, and so there was a diversity of responses. The film was going to be invited. They have, I think, their own film festival or some sort of film thing that they were curating. And I know that there's a lot of people at the ILO who are huge fans of Patma and LPN, and I know that they've worked together. So that's also maybe something she could talk about. But then there's other folks at the ILO who I think I'm going to be very candid, but believe that they sort of did kind of addressed slavery at sea on their own, or that's what I was told by a couple of people a bit higher up. And so there's people who really don't like it because maybe it's different than the narrative that they have. But there's also a lot of people who do like it. So
That's my very straightforward response to what I've heard directly. Thank you very much. Une autre question? Je vois qu'il y a... Pardon? J'ai pas compris. En galerie des questions. Où sont les galeries? Ah. On va attendre que le micro arrive jusqu'à la galerie. En attendant, si vous voulez, je peux vous chanter une petite chanson. C'est un endroit... Moi, en attendant, je peux dire un mot si vous voulez. Oui. Parce que moi, c'est vrai, c'est comme je dis, c'est pas une télé, je peux parler. Non, mais allez-y. En fait, je me dis à chaque fois, on est un peu dans des tunnels de conscience. Et là, cette projection nous ouvre un autre champ de conscience, et c'est merveilleux. En même temps, si on voulait vraiment vivre en conscience, il faudrait aussi maintenant reconnecter ça à ce qui est en train de se passer de façon plus globale dans l'océan. Et c'est-à-dire de très très mauvaises tendances. Je ne sais pas si vous avez lu l'article qui est paru récemment sur les baleines à bosse du Pacifique, qui ont donc été chassées, réduites à jusqu'à 2 à 3% de leur population quasiment jusque dans les années 70. On a enfin mis un moratoire sur la pêche à la baleine au niveau mondial, et elles commençaient à mieux se porter. Là, ça a quand même, quand on arrête de massacrer, par miracle, ça marche. Hein, la vie se remet d'aplomb, c'était formidable. Sauf qu'avec les canicules marines, avec l'augmentation de la température globale, avec l'année 2023 qui a été un record de température dans l'océan, ça va à une telle vitesse qu'on a déjà modifié 15% des courants marins. On est sur des canicules marines qui sont en train d'affamer les animaux. Donc, les spécialistes des cétacés, des baleines, des mammifères marins pensent que d'ici 40 à 50 ans, il pourrait ne plus y avoir de baleines dans l'océan. L'acidification va à un tel niveau, l'augmentation du niveau des mers. En fait, tous les mécanismes fondamentaux qui permettent même d'avoir de la vie dans l'eau et du coup de la vie hors de l'eau, parce qu'on est en ligne de vie directe sur l'océan, sont en train de s'effondrer. Donc le chercheur Olivier Adam dit, comme les chercheurs, parce que nous on est connectés à ce monde scientifique, il nous dit on est en train de vivre l'effondrement des océans et personne n'en parle. Le truc est délirant. Donc il est aussi probable qu'on ait réglé le problème de la surpêche et donc des violations des droits humains en mer par une autre façon de régler le truc, c'est qu'on est en train de tout vider. Ça a pris 50 ans quasiment pour vider l'océan, pour aller chercher toujours plus loin, comme Shannon était en train d'expliquer, toujours plus loin, de façon toujours plus tendue. Mais quand c'est tendu sur les ressources, mais qu'est-ce qu'on fait? On augmente évidemment les violations, on augmente la violation écologique et en même temps humaine. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire que tout est en train de s'effondrer. Donc en fait, je vais vous dire, il ne faut pas du tout être patient, parce qu'on n'a plus le temps. Il aurait fallu faire ça il y a 60 ans. Mais là, en fait, ça c'est allé trop loin. Et ça va trop vite. Donc le niveau de tolérance qu'on doit avoir par rapport à la responsabilité, ou plutôt l'irresponsabilité des marques et des politiques, notre niveau de tolérance, il doit être maintenant réduit à 0. 0. Donc en fait, nous, en tant que consommateurs, on va dans un supermarché, on n'achète pas de poisson. C'est tout. À moins qu'on soit sûr qu'il soit issu de pêche artisanale, sélective, locale. Et on met la pression à nos marques. Et on soutient en effet les ONG, les fondations, tous ceux qui, en effet, comme on en a parlé, Blue Marine Foundation, Environmental Justice Foundation, Blue Ventures, toutes les ONG qui se battent pour qu'il y ait une forme de stabilité humaine en même temps qu'il y ait du respect des ressources environnementales. Mais on n'est pas du tout en train de faire ça. On est en train en même temps de détruire par les ponctions directes, par des destructions directes avec les flottes industrielles, et en même temps on est en train d'augmenter les émissions de CO2 et donc de mettre en péril l'équilibre même de la possibilité du vivant sur Terre. Donc en fait, moi je suis en panique interne. Ça sent... Moi j'ai changé de température intérieure. Je vous le dis, je panique en permanence. Et j'aimerais bien que tout le monde panique avec moi, parce que comme ça, on serait beaucoup moins tolérant et peut-être on aurait une chance de changer les choses à temps. Mais je vous le dis, c'est mal barré. Il faut avoir peur pour pouvoir agir. Vous savez, il y a une étude norvégienne qui dit que, en fait, quand on a peur, on a 7 fois plus de chances de passer à l'action. Parce qu'à chaque fois, il y a la droite qui vous dit « Ouais, non, avec vos discours de peur, vous, les marchands de peur... » Mais ils font peur aussi à droite, hein. Mais sur d'autres sujets. C'est à droite qu'ils font peur, parce qu'en fait, ils veulent nous faire croire que quand on a peur, on n'agit pas. Mais non, c'est prouvé que quand on a peur, on agit. Donc, ayez peur, tout de suite maintenant, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à gagner ensemble. Et on va gagner. Je suis d'accord avec toi, on va gagner. On va gagner, on doit gagner, parce qu'on n'a pas le choix.
Il devrait quand même vous laisser parler à la télé. Hein. C'est quand même plus intéressant que beaucoup de choses qui s'y dit. Il y a une question en galerie. Hi, good evening. I'm Carmen Krak. I'm from Massifundis. We are actually an organization working in South Africa with small-scale fishing communities, and a member of the World Forum of Fisher People. And actually, I'm here this week from South Africa because the Special Rapporteur on the Right to Food has made a report exactly on fisheries and right to food. So I want to speak a little bit to that. But before I do that, I just want to say thank you to the movie makers, but especially to Patima and LPN, and we extend our solidarity to you and the work you do. It's very important, and thanks for doing that work. The point that I wanted to make, because this is actually a point that came out in the report that I think is very important when we speak about human rights in the context of fisheries, is around how when you speak about illegal fishing, it's often clustered with illegal, unreported, and unregulated fishing. This is a big problem that we see, because this is also where what we see from the Global South perspective is that oftentimes we see states putting a lot of effort and emphasis in criminalizing small-scale fishers for their activities, and being labeled as poacher, where we don't see enough happening indeed in the ICs, and especially we don't see enough happening when it comes to holding companies and corporations accountable. So I think that that is something that needs to be really appreciated, and thinking about how do we move forward on this, especially in a context like Geneva, and the processes that are happening here, besides what is happening at European Union level and the declarations, there are other processes that I think is very important to be aware of and to support, processes that are being pushed for and led by fishers movements, peasants movements, the food sovereignty movement. And I want to highlight specifically the binding treaty on transnational corporation. This is a process that has been a long time in the making, and we are not seeing enough support from bigger NGOs, for example, but also from other research institutions and others to support that, because when we're talking about a binding treaty for multinational corporations, that's where we can see more accountability, and we are not just relying on the states to make legislation at local level. So I just wanted to highlight that point as how do we look at solutions. And indeed, as Claire was saying, I think it's very important that when we speak about consumption of fish and how do we choose what we consume, there is importantly local markets to be supported. I know, for example, in France, it's very active, but also in other places. And yes, working with small-scale fisheries to support small-scale fisheries and highlighting fishers' people's voices. I think this is very important. Thank you. Thank you very much. Est-ce que quelqu'un veut vite rebondir ou alors on passe à une autre question? Oui, ici je vois qu'il y a une question dans la salle. Ce n'est plus en galerie. Ah, du coup... Vous avez un micro, regardez, qui arrive sur votre gauche. Il est là. Merci beaucoup. Pour rebondir sur quelque chose que vous avez dit, Claire, qui m'a beaucoup frappé, qui parle de l'impact qu'on peut avoir, nous, dans cette salle, monsieur et madame tout le monde, finalement, contre tout ce qui se passe. Moi, j'en ai fait quelque part mon combat en utilisant le sport pour parler de sujets environnementaux. J'ai beaucoup agi en Suisse, on va agir en Méditerranée, je vais essayer de traverser la Méditerranée à la nage. Et j'aimerais mener une vraie campagne pour sensibiliser à ce qui se passe en Méditerranée, notamment dans l'aire marine protégée Pélagos, que vous devez très bien connaître, qui est régie par plusieurs pays, plusieurs gouvernements. C'est très complexe, tout ça pour être très rapide. Comment est-ce que nous, on peut dans cette salle contribuer à l'environnement de manière générale et éviter tout ce qu'on vient de voir à l'écran? En entrant en guerre. En fait, dans la campagne de Obama, ils se sont rendus compte que tout le marketing électoral, le mailing, les lettres, etc., c'était totalement inefficace par rapport à la conviction qu'une personne portait en elle-même.
Et donc, si vous voulez vraiment changer le monde, il va falloir parler et continuer à parler, animer les discussions, ouvrir les yeux et faire ouvrir les yeux aux gens autour de vous, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus convaincant qu'une personne pour en convaincre, non pas une, mais donc dans la campagne d'Obama, ils se sont rendus compte qu'une personne convainquait 7 personnes. Donc en fait, si chaque personne convainc 7 autres personnes de vivre en conscience, de soutenir les ONG, et en fait soutenir les ONG quand on a de l'argent, c'est génial de donner de l'argent parce que clairement, sky is the limit. Hein. Plus vous nous donnez de moyens, plus on peut payer des gens pour mettre de la pression, comme le fait Fatima, comme le fait chacun d'entre nous ici. Mais c'est aussi, vraiment, c'est partager les contenus, c'est comprendre ce qui est en train de se passer et c'est tout le temps faire pression. Parce que la seule chose qui vraiment mettent les marques en position de vulnérabilité, c'est leur réputation. Leur risque réputationnel fait vraiment partie du risk assessment. Quand ils font leurs évaluations de risque, c'est le risque réputationnel. C'est avec le risque réputationnel qu'on a fini par avoir la peau de la pêche en eau profonde d'Intermarché, la marque française qui avait une flotte de pêche et qui vendait du poisson et qui allait chercher son poisson jusqu'à 2000 mètres de profondeur avec des énormes bulldozers sous-marins qui détruisaient des coraux multimillénaires. Nous, on a fait tout ce qu'il fallait en tant qu'ONG. Mais ce qui a fait gagner les campagnes, et ce qui fait gagner toutes nos campagnes, c'est la mobilisation de chacun d'entre vous. Mais je le dis hyper sérieusement, parce qu'en fait, à chaque fois, les gens pensent que ouais, ça va, on a déjà signé une pétition, etc. Mais pas du tout. Le 12 juillet dernier, au Parlement européen, cette loi pour la restauration de la nature qui fixe des objectifs de restauration de 20% des écosystèmes dégradés d'ici 2030 et de 90% d'ici 2050, cette loi qui oblige les États à restaurer les écosystèmes, elle était déchiquetée par la droite libérale, alliée avec la droite conservatrice, alliée avec l'extrême droite. Et c'était une honte. Ils ont vraiment déjà pas mal, on va dire, asséché cette loi. Mais en plus, ils s'apprêtaient carrément à ne même pas l'adopter. Ne même pas adopter les objectifs contraignants. Qu'est-ce qui a changé les choses au dernier moment? Mais c'est nos bêtes vidéos où on est au Parlement et on dit urgence, urgence, aidez-nous, voilà ce qui est en train de se passer. Et là, chacune d'entre vous qui clique, qui interpelle le pouvoir politique, les cibles politiques qu'on vous donne, ça nous a fait gagner. Dans la nuit, les responsables politiques sont en train de répondre, ils mettent en place une cellule de crise, etc., parce qu'on les expose. Et donc, le truc qui marche, c'est la transparence. Transparence et traçabilité. Moi, ça, c'est vraiment 2 mots préférés dans la vie. Transparence, traçabilité. Donc, ce que vous faites, alors, notamment en Méditerranée, vous savez que la France, Emmanuel Macron s'est battu pour obtenir l'organisation de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, parce que Emmanuel Macron voulait sa COP. Il voulait sa COP climat, mais ça, c'est François Hollande qui l'avait eu. Donc, dommage. Il voulait son moment où il aurait tous les chefs d'État mondiaux autour de lui sur la photo. Et donc, il s'est battu à l'AGNU, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, pour obtenir l'organisation et l'accueil de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Donc, en juin 2025, à Nice, ça aurait dû être à Marseille, mais il a préféré Nice parce que Estrosi de droite, etc. Bref, on voulait pas. Puis donc, à Marseille, il n'est pas très aimé, je pense. Ah, mais pas du tout. Donc, il a choisi Nice, le territoire de droite, pour faire la conférence des Nations Unies. Donc en Méditerranée, on va avoir tous les chefs d'État qui vont venir parler devant la mer la plus surexploitée au monde. Là où il y a des trafics infernaux, là où le thon rouge est maintenant mis dans des fermes avec des trafics impossibles. Et ça, on fait une session, on se fait un after et on se raconte tout plein d'histoires. Mais donc là, ils vont venir là. Donc en effet, nager, se mettre ensemble, tous, là où il y a de la volonté, il y a de la conscience pour pouvoir alerter les citoyens et que chacun se dise, ok, maintenant on va suivre toutes les ONG qui font le job pour en fait amplifier. Parce qu'à un moment donné, quand nous on exige, le grand public on exige, on obtient. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il nous reste quand même, là où il y a de la lumière, en fait, c'est que quand on se mobilise, on gagne. Mais il va vraiment falloir se mobiliser parce que, comme le montre le film, ces crimes sont invisibles. Ça se passe en mer. C'est une espèce de main tendue à toute forme de mafia et d'abus parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc, en effet, il faut se surconscientiser par rapport aux enjeux et se surmobiliser. Et c'est ce que vous faites brillamment d'ailleurs avec l'association Bloom, je rappelle le nom de l'association de Claire. Comme ça on pourra encore vous entendre et vous suivre et vous entendre dans des contextes non contraints. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une belle énergie là derrière qui donne envie d'être happé aussi dans cette énergie. Pour ce qui concerne le film, Shannon, Ghost Fleet, pour partager ce film, pour appeler des gens, des amis, la famille à le voir, comment on peut faire?
Yes, please do share the film. It's available on Apple TV, and it's on Amazon at the moment. And let's see, I think those are the main places. It might be on YouTube as well. So please do share the film, and of course, please donate to LPN and to Human Rights at Sea and to Bloom. I mean, they deserve your support. They're doing phenomenal work. Donc je rappelle les associations de Claire Nouviance et Bloom, Human Rights at Sea International en ce qui concerne David Amon, et puis ce beau projet de convention de Genève sur les droits humains en mer, le film Ghost Fleet, co-réalisé par Shannon, et puis Patima, comme vous êtes celle qui a fait le plus long voyage pour venir jusqu'à nous. Et puis je pense que c'est la volonté de tout le monde de vous entendre peut-être sur un petit mot de la fin. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez partager avec nous pour conclure ce moment? ก็เราเชื่อว่าทุกคนทำได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้แต่มีคำถามว่าเขาอยากถาม You have question? Attendez, on va vous donner un micro, parce que sinon les interprètes ne peuvent pas entendre la question. Merci. Je fais super vite, promis. Nous, à la Fondation Gallifrey, on est très portés sur la protection des requins. Je vais vous donner 2 exemples très concrets pour toutes les personnes là qui sont dans la salle, notamment l'exemple de la pétition. Il y a quelques mois, 1,2 million de personnes ont signé une pétition à destination du Parlement européen pour interdire le commerce d'ailerons de requins. Et maintenant, suite à cette mobilisation citoyenne, ce texte est devant le Parlement et il est fort possible qu'il aboutisse. Donc ça, sous la pression de 1,2 million de citoyens. Deuxième chose, donc les pétitions, en gros, ça marche. Il faut insister, mais ça marche. Deuxième chose, nous avons répertorié toutes les compagnies aériennes qui ont déclaré publiquement transporter ou pas des ailerons de requins. Donc sur le site web flywithoutfins.org, puisque vous êtes probablement en train de réfléchir à vos prochaines vacances, c'est un moyen de pression sur ces compagnies aériennes. Parce que depuis qu'on a lancé cette campagne avec une trentaine d'autres ONG, plus de 70 compagnies aériennes, sous la pression, ont déclaré ne pas transporter d'ailerons de requin, et on a la preuve. Donc c'est pour ajouter de l'eau au moulin. Faites un maximum de pression et de bruit parce que ça marche. Vous pouvez redire le nom de l'association? Nous, notre fondation, c'est Gallifrey. Gallifrey. Donc et le site web, c'est flywithoutfins.org. Tout le monde a bien pris note. Un dernier petit mot, Patima, puis on va devoir vraiment libérer la scène et la salle. Vous disiez que tout le monde peut y arriver. Ça commençait bien. เราอยากจะบอกทุกคนว่าช่วยกันได้ค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้กับสิ่งที่เราคิดและอธิษฐานไว้มันไม่ควรมีใครตายจากการหาอาหารให้ใครกินปลาวันนี้อีก50 ปีลูกหลานเราหรืออีก100 ปีเขาต้องได้กินค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทำประมงแบบล้างผลาญเราไม่ควรมีใครเสียชีวิตจากอาหารที่จะหามาให้เรากินถ้า mindset อันนี้มันอยู่ในทุกๆคนมันก็เปลี่ยนได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ Merci beaucoup à tous les 4. Merci à vous d'avoir été présents. Et n'oubliez pas de parler de ce film autour de vous. Merci au FIFDH. Et bon festival à toutes et tous.